Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Thierry Berlanda qui a accepté de venir malgré les circonstances terribles, tragiques de l'année dernière. Donc merci Thierry d'être venu. Merci à toi Denis de ton accueil. Effectivement les circonstances sont terribles. Moi j'ai laissé ma famille en fait à Paris, j'ai pris des nouvelles d'eux, mes enfants et de ma compagne. Bon, tout va bien pour eux, mais c'est vrai qu'on est très éprouvés, tous. Très éprouvés, mais on reste debout. Voilà, c'est vrai que ça peut paraître dérisoire de faire une rencontre après une journée comme ça, mais je pense qu'il faut maintenir la vie normale, faut garder ce qui était prévu en tête, il ne faut pas se laisser... Il ne faut pas aider les terroristes à atteindre leur objectif qui est de nous anéantir. Il faut qu'on reste debout et qu'on reste vivant. Tout à fait. Donc tu viens aujourd'hui nous présenter les deux premiers volumes d'une trilogie, la trilogie du Prince. Aujourd'hui, on va surtout parler, parce que je suppose que personne d'entre vous, et là si, mais que personne d'entre vous n'a lu L'insigne boiteux, donc qui est le premier volume de la trilogie. Donc on va surtout s'attacher à celui-là aujourd'hui, commencer par le commencement. Donc est-ce que tu peux d'abord te présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et après on enchaînera directement sur L'insigne boiteux, ce que tu as, l'histoire, comment ça se passe, ce qui se passe dans le roman. D'accord. Eh bien moi j'aime bien parler de ce que je fais, mais pas tellement de ce que je suis, mais je vais quand même faire un effort. S'il te plaît. Je suis un type qui écrit des livres, voilà, donc, et depuis longtemps, depuis ma toute première jeunesse, j'écris à peu près un livre par an, un roman par an. Alors c'est de temps en temps, puisque je suis philosophe aussi, mais les deux activités sont bien séparées, quoique j'écris soit une série d'articles de philosophie, soit un essai, soit un roman. Et sur la dernière période, c'est-à-dire depuis maintenant 2008, je suis astreint plus officiellement à écrire un roman par an, parce que pour le coup j'ai un ou des éditeurs qui me les demandent. Et donc là j'ai appris une discipline qui est parfois un peu contraignante, mais qui en même temps force à produire. Et c'est de se mettre à sa table de travail à une date, avec une échéance relativement précise de restitution d'un manuscrit. Donc alors L'insigne boiteux, donc tout commence par avec le personnage de Jeanne Humet, qui est historienne de l'art. Oui, c'est une jeune historienne qui est spécialisée, puisqu'elle a fait sa thèse sur cette question dans l'orfèvrerie mongole du XIIIe siècle. Enfin, c'est quelque chose d'un petit peu pointu quand même. Enfin, quand on est au niveau de la thèse, on fait des choses comme ça toujours un petit peu... On va travailler dans les niches. Et donc, elle est confrontée, cette jeune femme, à une situation pour le moins scabreuse. Oui, alors elle est appelée sur une scène de crime. Oui, elle est appelée sur une scène de crime sur laquelle on a trouvé un objet qu'on identifiera dans le cours du roman comme étant l'insigne du boiteux, et auquel les enquêteurs ont pensé qu'elle pourrait, sur lequel ils ont pensé qu'elle pourrait apporter des éclaircissements liés à sa compétence. En fait, sur cette enquête, elle va retrouver une vieille connaissance, parce que qui a orienté la police vers cette personne, c'est son ancien professeur, son mentor, le professeur Barrel, qui est un personnage assez particulier, disons. Qui est marqué d'une certaine duplicité, voilà. oui. Qui est le personnage peut-être finalement le plus intéressant, entre guillemets, parce que le plus ambigu du roman, et qui est quelqu'un qui va attirer effectivement dans une circonstance glaçante, meurtrière, cette jeune femme avec laquelle il a eu un espoir de relation qui s'est mal terminé pour lui. Et donc, à partir de là, on va être soumis à beaucoup d'interrogations. Oui. Et pourquoi l'a-t-il fait venir cette affaire? Veut-il se venger? Donc c'est tout ça qu'on va découvrir au fil du roman. Oui. Et on va découvrir aussi un personnage. Donc en fait, on va découvrir le personnage du prince, donc qui est un tueur en série. On ne rêve pas en disant ça. Un tueur en série qui s'attaque à des femmes, des jeunes femmes avec enfants. L'enfant doit avoir 7 ans. Et alors, je te laisse expliquer comment... C'est pas la tâche la plus aisante, parce que moi je suis quelqu'un que toutes ces choses en général effraient, et même je ne suis pas friand des scènes horribles, etc. Mais là j'ai trouvé intéressant de mettre en œuvre un personnage qui, comment dire, me permet
enfin ça je l'avais déjà dit, mais je le répète en le précisant un petit peu, qui me permet d'aller jusqu'au bout d'une étude que Marthe Robert avait fait il y a quelques années dans un livre qui s'appelait En haine du roman, qui était un essai qu'elle avait fait sur Flaubert, et dans lequel elle travaillait la thèse de l'enfant trouvé. Et l'enfant trouvé, c'est l'enfant qui, ne se sentant pas très bien forcément toujours dans sa famille, a le sentiment auquel il peut finir par croire lui-même d'être d'essence princière ou royale et d'avoir été enlevé jeune par, que sais-je, des bohémiens, etc. Voilà. Et d'être élevé par finalement des gens qui ne sont pas ses vrais parents. Qui ne sont pas de son milieu. Qui ne sont pas de son milieu. Qui le prive de son héritage. Et qui, exactement, Denis, et qui donc, cet enfant se rêve d'une autre lignée, d'une autre descendance. Et donc j'ai voulu aller jusqu'au bout de cette idée que j'ai trouvée originale et relativement peu exploitée en littérature. Parce que moi j'écris des thrillers, mais c'est d'abord des livres, d'abord des romans, et ensuite avec un aspect thriller. Et donc ça m'a intéressé de travailler ce personnage, et en le poussant jusqu'au bout, et à ce point jusqu'au bout que j'ai imaginé qu'il était effectivement un personnage d'essence princière qui sait, et il est réellement, qui s'est trouvé, alors pour le coup avec des roturiers, privé de son héritage. Privé de son héritage, aussi bien symbolique que matériel. Et donc cet odieux personnage donc s'attaque à des femmes avec un enfant de 7 ans, donc, et il s'arrange pour que l'enfant assiste au massacre de sa mère. Oui, c'est ça, il faut qu'il y ait un témoin direct. Il le met sur un piédestal, donc un piédestal aussi symbolique oui, oui. que... oui, dans sa tête dérangée, ça consiste à empiler quelques meubles sur une table. Voilà. Et pour que l'enfant, évidemment, domine la scène. Voilà. Mais je ne peux peut-être pas en dire beaucoup plus des circonstances et des raisons pour lesquelles il agit ainsi, pour ne pas couper l'herbe sous les pieds de nos invités. Anne, Jeanne va donc se trouver mêlée à cette histoire, et elle prend peur parce qu'elle a un enfant de 7 ans. Oui, et alors ça redouble l'interrogation sur le fait que le professeur Barreuil, l'ancien professeur, l'ait justement attiré dans cette affaire qui peut ressembler de plus en plus à un piège. Et c'est ça l'élément angoissant du roman, c'est d'une part l'enquête objective avec le serial killer qui est à l'œuvre, et puis d'autre part le fait que la masse se rapproche autour du personnage auquel on est peut-être un peu attaché, Jeanne Lumet. Pour les raisons que tu dis. Donc on va voir toute cette évolution des personnages, l'évolution de Jeanne, l'évolution aussi du policier, Fallier, qui est à 2 doigts de la retraite. On lui espérait finir tranquillement, gérer les affaires courantes, et puis il se retrouve avec l'affaire du siècle quand même. Le truc qu'il ne fallait pas juste au moment moins propice. Et dans lequel il ne va d'ailleurs pas exceller, malgré toute sa bonne volonté et son art, il n'est pas... Il est dépassé parce que finalement, ce genre d'horreur, le policier traditionnel qui fait bien son job, il n'est pas confronté, habitué à ce genre de choses. Il n'est pas armé pour. Ni conceptuellement, ni opérationnellement. Donc alors, ce choix d'écrire du thriller quand on est comme toi, philosophe, à quoi ça tient ? C'est exactement ce qu'on me demande quand j'ai fait une conférence de philosophie et qu'on me dit ce chouette de faire des conférences de philosophie pour quelqu'un. Non mais moi je sais rien faire dans la vie, sauf 2 choses, de la philosophie et des romans, donc je fais ce que je sais faire. Moi j'ai l'habitude de dire que ce qu'on a à faire quand on est sur Terre, quand on est né, la façon de remercier finalement d'être né, eh bien c'est de faire jusqu'au bout ce qu'on sait faire le mieux. Voilà, je trouve que c'est ça. Donc, moi je sais, alors je m'améliore, mais mais je fais ça. Et le choix particulièrement du thriller, c'est parce que c'est peut-être, j'ai l'habitude de dire que c'est sur le noir que les couleurs vives ressortent le mieux. Et je crois que pour présenter toute la chatoyance de la psychologie des personnages comme Jeanne, comme positif ou plus ou moins positif, c'est bien de le faire sur un fond noir. Ça fait ressortir. Voilà. Tu vois là, le rouge, là, tu le vois de loin, c'est parce que c'est sur du noir. D'accord, très bien. Est-ce que pour l'instant vous avez des questions sur le roman, sur le travail de Thierry ce qu'il fait? Oui, il est là. J'en aurais une. Pourquoi le choix de l'enfant, en l'occurrence pas l'enfant, pourquoi c'est toujours le fils, c'est jamais la fille? Mais parce que
Je suis d'accord, mais parce qu'on est dans une situation avec le prince d'une société traditionnelle, avec, à grand tort d'ailleurs, une prime, entre guillemets, donnée au mâle par rapport voilà, on est dans une situation de patriarcat, puisqu'on va apprendre dans le cours du roman que ce personnage est issu d'une civilisation très nettement patriarcale, pour ne pas dire phallocratique. Étant donné que j'ai déjà lu le livre, je ne vais pas spoiler non plus, le choix de cette civilisation, sans dire de laquelle il s'agit... Surtout qu'on en parle beaucoup en ce moment pour d'autres raisons. C'est un choix anodin ou c'est juste le côté patriarcal qui a fait que... Non, c'est parce que j'avais envie de faire... C'est une civilisation que j'aime beaucoup, ça m'attire. Et alors ce qui est très curieux, c'est que mon fils, ce livre-là, j'ai commencé à y penser, à le travailler, à en poser les premiers jalons, il y a quand même maintenant 7-8 ans. Il est sorti il y a 2-3 ans. Et donc 2 ans. Et donc, et mon fils, qui à l'époque n'avait pas du tout l'âge de s'intéresser à ça et qui ne connaissait pas l'existence de ce projet, a décidé de son propre chef de faire des études, je lâche le mot, de persan justement, alors qu'il n'a rien lui-même voilà. Donc oui, il y a des circonstances comme ça. Dans la famille, on a un tropisme, on aime bien, on est attiré par cette civilisation-là, extraordinaire, ancienne, pré-islamique d'ailleurs. Non, elle est en test. C'est très riche culturellement. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc c'est une fascination. Et puis alors ça me permet, elle est là, de faire ce que j'aime beaucoup, de créer l'élément de fantastique en confrontant deux situations complètement hétérogènes, c'est-à-dire quelqu'un qui se rêve un prince oriental et traditionnel avec la quotidienneté parisienne. Voilà. Et donc cette effraction de l'étrangeté dans le quotidien crée un sentiment, tu vois, de fantastique que j'aime beaucoup. Et c'est très réussi. À ce sujet-là, je vais vous lire un petit extrait quand même, donc, concernant ce prince. Dimanche, 9h, le prince se lève. Son réveil a sonné, comme toujours, 1 heure avant le moment où il commence à se préparer pour sortir. Pendant cette heure, immobile, il se dépouille du corps sublime en lequel, chaque nuit, ses rêves le réincarnent. Quand il se dresse devant son miroir, dans le faux jour du petit matin, il a cessé d'être l'enfant royal au regard pur qui était allongé dans son lit l'instant d'avant. Son corps s'est avachi et son visage s'est transformé en la gueule aigre qu'il montrera au monde toute la journée. Il dit « Mon trône a roulé à terre, renversé par l'ennemi, aux mains hideuses. » Voilà, donc on voit bien la différence entre les deux facettes du personnage, le personnage du quotidien et le personnage qu'il se rêve en fait. Oui, qu'il est finalement à l'intérieur de lui, dans ce véhicule mal commode qui est devenu son corps d'adulte. Voilà, son corps d'adulte, un corps un peu contrefait. Voilà. Donc c'est vraiment la duplicité du personnage entre le quotidien et puis ce qu'il voudrait être. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Oui, c'est une question habituelle pour moi. Quand vous commencez un livre de ce genre, est-ce que vous connaissez la fin ou est-ce que ça vient au fur et à mesure? Mais la question m'est souvent posée, mais c'est vrai que c'est encore plus intéressant comme question dans le cadre d'une trilogie, parce que pour le coup, là, les personnages vont être développés sur 3 tomes. Donc même si chaque histoire est close à la fin de chaque tome, il n'empêche qu'il y a une possibilité de rebond. Et donc il faut avoir d'emblée la vision, même nébuleuse, mais quand même pas tant nébuleuse que ça, de la conclusion générale de tout ça. Et donc effectivement, oui, quand on fait un roman de genre, il faut ne pas trop se donner le risque d'errer. Pour un autre roman comme celui qui est présenté derrière, Tempête sur Nogales, je suis parti d'une couleur comme un peintre, hein, si vous voulez, j'ai jeté une couleur comme ça sur la toile, et puis après ça prend fin. Là, non, il faut quand même qu'il y ait des paramètres qui soient assez précisément réglés. Donc non, d'emblée, je savais où j'allais. Et puis alors, deuxième élément de réponse, il ne suffit pas de savoir où on va, parce que quand on a commencé à cheminer avec les personnages, on met en place un certain nombre de nécessités chez ces personnages qui
fait que vous ne pouvez, enfin qui font que vous ne pouvez pas ensuite leur faire faire n'importe quoi, mais pas toujours ce que vous aviez prévu qu'ils feraient. Et donc vous êtes obligé aussi de tenir compte d'eux parce qu'ils sont configurés d'une certaine façon et vous ne pouvez pas sortir comme des personnages réels finalement, parfois beaucoup plus réels d'ailleurs que les personnages de la rue qui sont souvent des ombres. Vous ne pouvez pas leur faire faire n'importe quoi. Donc vous êtes à la fois, ils sont tributaires de vous et vous d'eux. Voilà ma réponse. Et quand tu as commencé ta trilogie, c'était prévu pour être une trilogie ou tu es venu par la suite? Non, alors, franchement, c'était pas prévu pour être une trilogie, mais j'avais le sentiment à la fin du roman d'avoir encore quelque chose à dire, et donc j'ai comment dire, ménagé une fin ouverte. Et donc, le sentiment de devoir faire une trilogie m'est venu au moment où j'ai fini le premier. Et d'ailleurs, on voit bien, bon, je ne parle pas du deuxième parce que je ne compte pas le premier, on voit bien l'évolution des personnages. Ouais. Et tu approfondis encore plus. Voilà. Et on voit bien qu'aucun de ces personnages n'est monobloc. Ils sont pas tout blanc ou tout noir. Tout à fait, ils ont tous leur part d'ombre, leur part de couleur, comme on dit tout à l'heure. Et même les personnages positifs, hein, ils ont toujours leur petite névrose, leur petit côté moins sympathique. Oui, mais on n'est pas chez les bisounours, on n'est pas au paradis. Il y a des hommes, des femmes de chair et de sang avec leurs moins et leurs plus. Et même ton personnage du prince, on n'arrive pas... Bon, c'est un personnage horrible, hein, repoussant, mais on n'arrive pas à le détester complètement. Non, mais ça c'est parce que j'ai peut-être réussi à faire mon boulot, c'est-à-dire que moi j'essaye de défendre quand même. On est un romancier, il est l'avocat de ses personnages. Il faut toujours que, quelque part, même la noirceur absolue est une raison. Rien que le fait de donner une raison à un crime, c'est déjà lui en diminuer l'horreur. Voilà. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que ça m'a permis, moi qui voulais par hypothèse créer un personnage qui n'ait aucune raison et qui est peut-être dans la gratuité criminelle complète, ça n'est pas possible en fait. C'est-à-dire que c'est difficile d'imaginer, de faire tenir, de faire consister un personnage qui ne soit que noirceur absolue. Peut-être parce que, et ça dit peut-être que l'humanité n'est pas ça justement, et c'est le moment de dire ça aujourd'hui, qu'il faut relever dans l'humanité ce que vraiment les forces de mort veulent abattre en elle, c'est-à-dire que le fond humain n'est pas noir, quoi. Ça j'en ai la certitude moi. En fait c'est plutôt vous qui faites en sorte qu'il y ait du blanc dans le noir, c'est votre personnalité. Ça ne veut pas dire que l'humanité est... Ah, mais je pense que Il y a toujours un fond d'espoir sur l'humanité. Oui, mais je ne suis pas exempt d'humanité. Je considère que tous les hommes sont humains par définition. Et donc, je crois que ce qui est le plus personnel est aussi le plus universel. Ce qu'on va chercher en soi de plus profond est en même temps ce qui nous rassemble à tous. Voilà. Alors ça, et pour le coup, c'est une partie peut-être plus philosophique que je ne développe pas, mais je crois vraiment que c'est ce qui est le plus particulier, le plus intime, qui est le plus universel. Vous vous considérez comme un philosophe pragmatique? Je vois bien vos publications sur Facebook, sur le management, sur l'application des principes philosophiques. Ah, c'est très gentil d'être allé jusque-là. Je n'ai pas de limite, je réponds quand je peux aux commandes qu'on me passe. J'ai travaillé l'année dernière beaucoup sur le management des entreprises, en effet, mais j'ai fait la semaine dernière à la Bibliothèque de France une conférence dans un colloque qui était intitulée « Le désir de l'autre », que j'avais organisé moi-même d'ailleurs en partie. La violence du désir. Voilà, exactement. Et donc, vous voyez, c'était pas, je ne m'en tiens pas, même s'il y a de la violence parfois dans le management. Ça me touche beaucoup. Et ça n'influence jamais, c'est pas un peu schizophrène d'être d'un côté en pragmatisme de la pensée philosophique et en même temps d'écrire dans le roman, c'est pas un peu schizophrène? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est la même énergie qui est mobilisée. Simplement, un pianiste, il fait parfois des toccatas, parfois des sonates. Voilà. Moi, je considère que j'ai une palette à ma disposition, qui n'est pas si étendue que ça. Mais en tout cas, je l'utilise à fond et je ne veux pas... ce serait le contraire, ce serait de me restreindre, et c'est le cas de beaucoup d'ailleurs, ce serait de me restreindre à un seul type d'activité qui créerait une atrophie, une amputation. Et donc, moi, je veux être tout ce que je suis. Vous avez
déjà 2 trucs, c'est pas mal, c'est plus que la Ouais, moitié des ouais. gens, quoi. Oui, je fais bien la cuisine aussi. C'est ce que j'allais dire, il y a d'autres choses que l'on ne connaît pas, sûrement. La musique et la chanson aussi. Oui, je fais des chansons, mais vous savez, Nietzsche faisait des chansons aussi, Sartre aussi. Donc il n'y a pas de. En fait, je crois que quelqu'un qui a. Je ne dis pas doué parce que je ne fonctionne pas comme ça, mais qui a cette puissance d'investir son énergie dans une certaine forme d'expression, après. Quelle que soit la forme. Ouais. C'est la même énergie. Tout à fait d'accord. Ah, n'est-ce pas, Leïla? Ah, Ça ne donne pas. Après, il faut acquérir ou non certaines techniques. Je pense que si je voulais faire de la peinture, il faudrait d'abord que j'apprenne à peindre, ou de la musique, que je sache. En l'occurrence, je sais jouer d'un instrument, mais il faudrait que je me perfectionne. Donc on est conditionné par une certaine technique, mais pour écrire aussi. Oui. Donc après, c'est la vie qui vous configure. Moi, je suis d'une extraction relativement, pas pauvre, mais pas à l'aise. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans, je l'ai eu chez moi sous forme de littérature que de temps téléphonique. Donc, Beaucoup de personnages. Oui, beaucoup de personnes. Mais j'avais pas de moyens, j'avais pas de piano, donc j'ai mis mon énergie dans ce qui était finalement le moins cher, c'est-à-dire un bout de papier, un bout de Raconter crayon. des histoires. Ouais, voilà. C'est sûr que, quand on dit comme ça, c'est vrai que pour écrire, qu'est-ce qu'il faut du papier et un crayon? À quoi. l'époque, oui. Mais bon, À l'époque, oui. il faut aussi avoir quelque chose à dire, avoir le talent oui, de le faire. oui, c'est une énergie. Une énergie. Une nécessité, Voilà. oui, tout à fait. D'autres questions? Christine, Jean, Michel? Non. Donc, outre tes thrillers, tu as écrit un roman d'un seul bloc, Tempête sur nos galets. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, j'ai écrit depuis longtemps, à peu près un roman tous les 18 mois, je t'ai dit. Donc des romans, j'en ai beaucoup, mais tous ne sont pas d'un niveau suffisant à mon avis, qui suis très exigeant avec moi-même. Et j'ai notamment publié chez La Bourdonnais, chez le même éditeur, qui est un éditeur que j'aime beaucoup, qui a un projet magnifique dans ces temps difficiles pour l'édition et pour la culture en général. Et donc, oui, je lui ai confié la publication d'un autre roman qui s'appelle Tempête sur nos galets, que j'aime beaucoup, qui n'est pas un roman de genre, qui est un roman atypique, et qui se passe dans les années 30 à la frontière du Mexique et de l'Arizona. Zone désertique. Voilà, qui est un roman un petit peu dans une ambiance Steinbeck, et qui est une sorte de suspense psychologique avec un gros twist quand même final que j'aime beaucoup. Je vais commencer. Le début me faisait penser un peu à ce film, Bagdad Café. Oui, il y a des gens beaucoup. C'est Mais figure-toi, l'ambiance, c'est un film que j'ai pas vu. Et pourtant, ça a été un succès du tonnerre. Et je ne l'ai pas vu à l'époque. J'ai beaucoup écouté la musique, mais j'ai pas vu le film. Et beaucoup de gens m'ont dit, oui, ça nous fait penser à ça. En tout cas, les couleurs, l'ambiance. Je pense que j'en ai lu. J'en ai lu les 3 premiers chapitres. Oui, tant mieux. Tant mieux, c'est une bonne référence. Ça fait penser un peu à cette ambiance. Ouais. Mais j'avais envie, tu vois, alors là, vraiment, c'est le peintre qui parle. Il y a J'avais beaucoup de envie de couleurs, travailler dans cette couleur-là. La couleur, la poussière. Voilà, dans cette ambiance-là, ça me plaît bien. Et puis, mais par ailleurs, j'ai écrit un roman qui se passe en Bretagne, un petit peu sous la pluie. Voilà, enfin. La Bretagne, j'aime bien. sous la pluie, il n'est pas sorti. Sous la pluie? Oui. Non, il n'y a pas que le temps en Bretagne. Non, mais le roman se passe pendant qu'il pleut, mais c'est très rare en fait. Non, mais c'est ça qui est passionnant, c'est de pouvoir aller comme ça d'une forme à l'autre, d'un paysage à l'autre, vraiment comme un peintre pose son tableau. Et puis, on voyage avec toi, avec tes personnages, avec tes ambiances. Donc, y a-t-il d'autres questions? Je réponds à une question qu'on ne m'a pas posée, mais elle était dans ce que tu as dit tout à l'heure. Par exemple, alors attends, le programme de publication là, est bouclé jusqu'en 2017, donc après sortira chez le même éditeur un livre qui se passe au Nigeria cette fois, tu vois, donc dans une toute autre ambiance encore. Pré ou post Boko Haram? Post, puisque c'est un roman d'anticipation à 10 ans. Et je postule dans ce roman que le cas Boko Haram aura été réglé à ce moment-là, pour des raisons qui ne sont d'ailleurs pas beaucoup plus sympathiques que Boko Haram lui-même, mais je n'en donne pas, j'en dévoile pas plus pour l'instant. Et donc tu disais tout à l'heure, en train de déjeuner
René, tu nous parlais d'un scoop pour ta trilogie là, donc Oui, pour les deux premiers, surtout pour le premier d'ailleurs. La Bourdonnais est un éditeur qui travaille de la façon suivante, de manière extrêmement enthousiaste dans le choix de ses collaborations et en même temps de manière extrêmement rationnelle sur le plan économique parce que c'est des barques qu'il faut mener avec un réglage fin. Et donc il sort des livres en investissant ce qu'il faut pour qu'ils existent sous cette forme papier et en format numérique, mais avec une diffusion qui est essentiellement numérique, c'est-à-dire sur 5% du marché. Quand on réussit une performance comme vendre, je sais pas, 8 ou 10 000 insignes du boiteux à ce genre, ce qui est énorme quand même pour un petit éditeur, et même pour un grand d'ailleurs, à ce moment-là, il transforme l'essai et il dit voilà, on fait une nouvelle édition en grand format, avec une nouvelle couverture, on enlève les quelques coquilles qui ont pu subsister dans le livre, et on diffuse dans l'ensemble des librairies de France le livre sous un nouveau... Donc cette édition avec laquelle tu es venu aujourd'hui, donc la nouvelle couverture, le livre avec lequel tu es venu aujourd'hui, c'est un collector. Mais c'est un collector. Ça, on le reverra plus. C'est l'ancienne version. Il sera retiré des ventes à partir de décembre. Et donc ça, effectivement, les gens qui l'ont, je leur conseille de le garder, oui. Ah bah ouais, et puis surtout avec une belle dédicace. Oui. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Tu veux nous faire part de quelque chose d'autre ou d'autres questions? Je voulais ajouter, moi en tout cas, puis après je suis prêt à répondre à toutes les questions, que le moment que je viens de vivre là avec vous, déjà ça m'a rapproché de moi-même, parce que depuis hier soir, je suis soumis à la pression des attentats de Paris, et le but des gens qui les ont commis, c'est de nous séparer de nous-mêmes, c'est-à-dire de nous séparer de gens capables de ressentir des émotions, capables de partager, capables de se comporter comme un homme parmi les hommes. C'est vraiment un projet diabolique, satanique, de nous déshumaniser. Je crois que c'est ça, ça va jusque-là. Et donc dans le partage là, à l'occasion de ces bouquins, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, on se retrouve ensemble dans un partage qui nous reconstitue comme des hommes, comme des humains. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui est très fort, et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Moi, en tout cas, mon intervention, c'est de dire qu'il faut qu'on préserve absolument ça, qu'on développe absolument ça. Ils n'auront pas raison. D'ailleurs, on s'est parlé ce matin, il était hors de question qu'on annule cette rencontre. Hors de question. Hors de question. Donc, pour l'autre, tu me posais la question, Marie, ce matin, c'était évident. J'ai tout de suite lancé. Il aurait été légitime légalement que vous disiez je veux rester à Paris, dans ma cité, faire voir si je peux aider, on a le droit d'avoir planifié, on a le droit de... Oui. Alors ça, moi j'ai une chance dans la vie, je dois dire que j'ai peur de rien. C'est de l'inconscience, je n'ai peur de rien ni de personne. Je suis né comme ça, je ne m'en vante pas, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Voilà. J'ai subi... Non, j'aime pas. J'étais inquiet un peu quand j'étais enfant par les araignées, mais plus du tout maintenant, j'aime beaucoup les araignées. Je me suis fait opérer il y a 2-3 ans, ma tension n'a pas augmenté d'un cran, je n'ai pas peur en fait. Et j'ai d'autres faiblesses, beaucoup d'autres, j'ai même que des faiblesses d'ailleurs, mais j'ignore la peur, je suis un viking. Des questions? Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser avec Thierry. Il a des livres à votre disposition. Si vous en avez, vous pouvez les dédicacer. Et je vous remercie d'être venu. Merci à tous. Merci à Thierry. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup de votre venue. Voilà. Merci.